France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les femmes et la musique au Moyen-Âge, c'est une histoire qui se raconte en musique et qui s'écrit avec détermination. Le Moyen-Âge est une longue période de notre histoire durant laquelle la musique est omniprésente dans les églises, les monastères, les châteaux et bien sûr dans les champs. Mais comment en retrouver la trace? Et à côté des célèbres troubadours, comment entendre la musique des femmes, pourtant si nombreuses, si talentueuses, si souvent invisibilisées? Je suis tellement perdu, une bonne part de ma joie m'est ravie. Sachez quel grand plaisir j'aurai de vous en place de Marie, pourvu que me donniez promesse de tout faire à mon bon vouloir. Tout ce que disent ces chansons, c'est la même chose, finalement. Elles disent toutes, parfois avec des mots extrêmement différents, ce que tu désires, tu ne l'auras pas. Que ces leçons soient à l'honneur en vous, toujours, du fond du cœur. C'est ainsi que vous pourrez devenir parfaite et avoir enfin ce qui est vôtre, si vous le voulez. Annie Bossauger, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes docteur en musicologie, chercheuse associée à l'Institut de recherche en musicologie de Sorbonne Université. Vous êtes l'autrice des femmes et la musique au Moyen-Âge, publiée aux éditions du Cerf, avec ici cette question de vocabulaire. Troubadour, ça on le maîtrise. Trouvère, on le maîtrise aussi d'ailleurs. Mais alors au féminin, ça existe ? Oui, ça existe. Ça existe une fois d'ailleurs, Trobajrit. Ça existe dans le roman de flamenca. C'est la première et la seule occurrence du mot au Moyen-Âge qu'on a repris après parce qu'évidemment c'est plus commode, ça sert bien. Mais c'est dans ce roman de flamenca, il y a une histoire de poésie échangée, inventée au fur et à mesure qu'un amour naît. Et à un moment, au milieu de la naissance de cette poésie et de cet amour, une des servantes, femme en fait finalement amie en réalité de flamenca, lui dit qu'elle s'exprime aussi bien qu'une Trobajrit. Trobajrit, ça s'écrit T-R-O-B-A-I-R-I-T-Z. Comme ça, on saura placer des Z au Scrabble avec ce mot-là. Trobadouresse, c'est valable ? Alors j'avoue que j'adore pas le terme. Pourquoi pas ? Non. On le trouve dans la littérature du 19e siècle. Le mot a été utilisé pour qualifier ces femmes qui étaient porteuses de musique au Moyen-Âge, parce que elles sont nombreuses. Annie Bossauger, je le disais, il y a comme une invisibilisation de ces femmes-là. Elles étaient très présentes à porter la musique. Oui, elles étaient nombreuses et présentes, et effectivement, on n'en parle pas beaucoup, même si on sait qu'elles étaient là. Je me souviens quand j'étais en fac, on parle toujours du scribe, qui était un porteur de musique aussi. On parle du troubadour, du trouvère. Effectivement, vous l'avez bien dit, les deux sont valables. Et finalement, on parle pas des femmes, et tout de même, il y en a beaucoup à cette époque-là aussi, et elles font ça aussi. On part du principe que finalement, les moines, justement, pour lesquels la musique fait partie intégrante de la vie diurne et nocturne, parce qu'ils se lèvent la nuit pour chanter, ben, il y avait aussi, à un moment donné, il y a même eu presque plus de couvent féminin que de couvent masculin, et elles faisaient la même chose, ces moniales. Donc elles se réveillaient aussi la nuit pour prier, et prier en chantant. Et oui, parce que il y a vraiment toute cette question de savoir à quel moment était là ce chant omniprésent au Moyen-Âge, à savoir qui le portait, qui sont ces femmes. Est-ce qu'on est dans un espace religieux? Est-ce qu'on est dans un espace laïque? C'est avec vous aujourd'hui cette aventure qu'on va vivre dans le cours de l'histoire. On le disait, femmes invisibilisées quand c'est en rapport avec la musique. Malgré tout, quelques noms dominent, enfin notamment Hildegard de Bingen, que l'on cite souvent, des podcasts magnifiques sur France Culture, on regarde sur l'application Radio France, on trouve ça et c'est formidable. Mais c'est aussi dissimuler la réalité, la pluralité de tous ces noms. Oui, c'est-à-dire que cette femme est tellement extraordinaire que finalement, elle cache les autres. Enfin, elle cache à son corps défendant, bien sûr, mais on parle d'elle comme d'une référence parce qu'elle sait tout faire, finalement, cette femme. Elle s'est même intéressée au plaisir féminin, par exemple, ce qui est quelque chose
bon, voilà, dont on ne parle pas quand même beaucoup. Elle composait de la musique. Elle avait même décidé, en tout cas déclaré, que puisque Dieu avait permis que les instruments de musique existassent, il faudrait ne pas s'en priver pour le louer, justement. Et elle incluait des instruments de musique dans ses compositions, et ça a été d'ailleurs, on l'a décrié pour ça en son temps. Mais elle est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y avait d'autres femmes qui faisaient aussi, notamment une qui était sa contemporaine, ou quasiment, à quelques années près, qui est Hera de Hohenburg, qui a finalement écrit aussi une encyclopédie extraordinaire, ce qui est malheureusement perdu parce que le manuscrit est perdu et qu'il n'en reste que quelques copies qu'on a faites. Mais bon, et puis il y a eu d'autres femmes, évidemment. Il y avait aussi des moniales, et puis des béguines, et puis des femmes aussi laïques en réalité. Et puis il y avait aussi des scribes qui écrivaient la musique, des femmes scribes qui écrivaient aussi la musique. Oui, et puis avec Hildegard de Bingen, nous avons quelqu'un qui a vécu longtemps. Hein. Elle est morte à plus de 80 ans, donc ça joue aussi dans ce XIIe siècle pour bien montrer l'importance. Vous vous rendez compte que vous nous avez offert un subjonctif imparfait, vite fait en passant là. Quel plaisir, ça fait du bien aux oreilles d'entendre notre langue joliment maniée ainsi, avec Hildegard de Bingen, un personnage incontournable dans cette histoire-là, mais qui va nous servir comme point de départ, on va dire, pour regarder autour d'elle toutes ces femmes qui sont porteuses de cette musique. Et avec Hildegard de Bingen, nous couvrons, c'est assez simple, hein, tout le XIIe siècle, parce qu'elle naît vraiment au tout début, enfin, juste à la fin du siècle précédent. Elle vit pendant 80 ans. C'est la Rhénanie-Palatinat, ici, cet espace qui nous intéresse. Mais Anne Hibosogé, je voudrais savoir, ce XIIe siècle, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette histoire des femmes et de la musique ? Alors, dans cette histoire des femmes, pas particulièrement spécifiquement pour les femmes. Il se passe évidemment des choses en musique. Alors, on a du mal à assigner des dates précises à des événements musicaux, évidemment. On copie la musique depuis un certain temps déjà. Depuis le 9e, on commence à voir apparaître de la copie. Et parce que simplement, il y avait beaucoup de choses. On n'arrivait plus à les mémoriser suffisamment bien. Donc, il a fallu commencer à les écrire. Et puis, on a commencé d'ailleurs presque en même temps, finalement, parce qu'on en a les traces notées, à noter la polyphonie aussi. Donc, ces choses sont arrivées graduellement. Au 12e, il n'y a pas d'événements spécifiques. On écrit, oui, effectivement, en polyphonie, on écrit à 2 voix, on commence à écrire à 3 voix, on va écrire à 4. Mais en revanche, rien de commun avec cette musique que nous offre Hildegard von Bingen, parce que ce sont des choses assez incroyable au point de vue de la vocalité, par exemple. On a une ligne mélodique qui est d'un ambitus très vaste. On a des écarts, des intervalles très très larges aussi, et on n'a pas ce genre de choses dans la musique, dans le reste de la musique, je dirais. Avec toute la question des sources, et si vous évoquez ici la manière de noter la musique, c'est bien sûr que dans votre démarche, vous êtes tributaire des documents qui nous restent. Alors comment ça se passe ici ? Comment s'écrit la musique ? Parce qu'il y a plusieurs choses peut-être à distinguer. C'est écrire le chant, ça c'est une chose, et puis écrire la musique, c'en est une autre. Oui, mais alors à cette époque-là, on n'écrit pas la musique instrumentale, par exemple. On n'a pas les premières sources de musique instrumentale notées qu'on ait, sont dans des marges d'un manuscrit, enfin dans des espaces laissés vierges d'un manuscrit, qui lui-même est de la fin du XIIIe siècle, mais les danses qui sont écrites dedans ont été copiées au cours du XIVe siècle. Mais on ne la notait pas, la musique instrumentale. On la faisait certainement, parce qu'on en a des traces. Alors là, notamment dans les narrations, dans les romans qui nous expliquent comment les musiques vocales étaient accompagnées, enfin comment, avec tout de même pas énormément de précision, mais on nous dit tout de même par quel type d'instrument, par exemple, la musique était accompagnée, mais à aucun moment on ne nous montre exactement comment. Donc on s'en doute un peu, et on reconstitue, on propose, mais on n'a rien de précis quant à ça. En revanche, le chant, oui, lui est noté, oui, qu'il soit chant profane ou chant religieux, il est écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de ces documents du XIIe siècle, par exemple, des chants notés, il est possible de reconstituer un chant. Il y a cette idée d'harmoniser la manière d'écrire, une langue universelle de l'écriture du chant ou de la musique, mais c'est pas le cas. Il doit y avoir tant et tant de manières d'écrire le chant. Oui, il y a effectivement beaucoup de manières, et puis il y a aussi des différences suivant les endroits. Il y a des notamment pour la langue évidemment du poème, qui elle est soumise à des particularismes régionaux, effectivement, comme de nos jours d'ailleurs. La musique aussi, pas
tant que ça en réalité pour la musique, mais on a des choses qui reviennent, effectivement des formules d'intonation qui sont, elles, souvent pour la musique profane calquées sur des formules qu'on utilisait dans le plein chant notamment, mais on n'a pas on peut pas dire qu'une musique, identifier une musique comme venant d'un endroit ou d'un autre. Ça, on voyage beaucoup au Moyen-Âge et les musiques voyagent elles aussi, en fait. Et il n'est pas possible d'identifier une musique selon qu'elle est portée par un homme ou par une femme. Non, et puis des musiques de femmes, hélas, on en a peu. On les retrouve où, ces musiques-là ? On les retrouve dans les manuscrits dans lesquels on a les musiques d'hommes, entre guillemets, mais on en a finalement assez peu parce que la seule musique, en tout cas en Languedoc, la seule musique d'une femme qui nous reste, c'est celle d'une des mélodies de la comtesse de Die. Elle en a laissé plusieurs, mais une seule est parvenue jusqu'à nous avec sa musique. Et encore dans un manuscrit, curieusement, dans un manuscrit de Langdoil, justement, c'est assez étonnant, qui est un peu antérieur au manuscrit de Languedoc qu'on a conservé pour celui-là, mais aucune des autres poésies, en tout cas de compositrices de Languedoc, ne nous est parvenue, sauf peut-être des dialogues dont on ne sait pas très bien qui est à l'origine de la musique. Ça, on peut toujours imaginer des choses et on n'aura pas de réponse. Pour la Languedoil, il y a davantage de musique, effectivement, mais il y en a tout de même assez peu. Et puis il y a cette quantité de chansons anonymes dont on peut se dire ou on peut espérer que des femmes se glissaient derrière ce nom, comme le disait très joliment Virginia Woolf. C'est-à-dire, anonyme signifierait féminine. Pas forcément, mais c'est possible. Mais pourquoi dire forcément qu'un homme, justement anonyme, c'est nécessairement un homme ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Annie Bossauger, dans votre démarche pour écrire les femmes et la musique au Moyen-Âge, comment travaillez-vous ? C'est-à-dire que l'idée déjà, j'imagine, c'est de constituer un corpus, c'est d'identifier ces femmes avec la musique et la recherche des documents qui leur sont associés. Oui, il y a beaucoup de travail de bibliothèque, de rats de bibliothèque, de rats d'archives aussi, parce qu'on va chercher, notamment pour les intermittentes, les anciennes intermittentes du spectacle, les jongleresses, les ménestrels, celles qui diffusaient la musique, qui la faisaient vivre en réalité, qui ne la composaient pas forcément, mais qui l'exécutaient, qui l'interprétaient. Là, effectivement, il faut aller se pencher dans les cours des abbayes, dans les contes, des abbayes non, bien que certaines, effectivement, et aussi participer à des fêtes probablement dans des abbayes, mais en tout cas dans les contes des cours, en réalité. Moi, je me suis un peu intéressée à la cour de Savoie, mais il y a d'autres choses qu'on peut trouver. On a les rôles d'imposition, par exemple, à Paris, la taille parisienne, où certaines femmes, suffisamment riches pour le faire, payaient des impôts, et on voit qu'il y avait quelques-unes qui étaient des musiciennes. Après, effectivement, on voit les manuscrits, on se penche dessus. Ceux-là sont assez accessibles pour beaucoup, en tout cas, parce que maintenant on numérise, donc on a beaucoup plus facilement accès. Et on épluche, en fait. On épluche et on essaye de chercher des traces. Parfois, on trouve des traces très improbables. J'ai eu l'occasion de trouver comme ça, dans un manuscrit que j'avais été consulté à Namur, des marques de féminisation. Quelqu'un a écrit, qui était dans un graduel, donc un livre qui sert généralement aux offices, qui est un livre courant qu'on consulte pour chanter justement. Il y avait noté que des femmes entonnaient telle et telle mélodie. Donc on a bien, et c'était un manuscrit qui était réservé entre guillemets à un couvent féminin. Et là on a bien la preuve écrite que c'était bien des femmes qui chantaient ces mélodies-là et ces chants. Oui, parce que dans les bibliothèques, nous vous imaginons devant de magnifiques manuscrits avec des chants possibles ici, pourquoi pas enluminés. Et puis dans la réalité, il y a cela, mais il y a aussi les contes. C'est intéressant parce que vous en avez placé en annexe, les contes du duché de Bourgogne et d'autres. Et on voit, il faut payer ces gens-là, donc il faut noter qui vient, et on a dans le détail, alors il y a beaucoup d'anonymes, mais il y a des ménestrels, des chanteuses, beaucoup de chanteuses, je regarde en même temps, des jongleresses, tous ces éléments-là, donc ce sont ces petits points qui vont permettre de dessiner à la fin le portrait de ces femmes. Mais en fait, il est pluriel ce portrait, parce que depuis que nous échangeons, Annie Bossauger, on voit bien deux profils se distinguer. Enfin, un monde religieux, et dans un monastère féminin, c'est logique, les femmes chantent. Et puis, ce monde profane ou laïque, où là, ça prend
plein de formes, hein. Entre la chanteuse et la jongleuse, on imagine deux personnes différentes. Ça peut être la même? Ça peut être la même. Beaucoup de termes étaient très perméables, en fait. Il y a une vraie perméabilité, interchangeabilité parfois des termes. Souvent, les femmes composent. Celle qui compose, très vraisemblablement, devait être capable aussi de chanter. On n'a pas de traces spécifiques, parce que c'est rarement précisé, surtout pour les femmes. On a des traces dans les romans, en revanche, qui sont évidemment des fictions, mais qui mettent bien en valeur cette perméabilité de la terminologie. On a Iseult qui compose des laits et qui les chante ensuite en s'accompagnant avec une harpe. Donc, évidemment, c'est une fiction, le roman de Tristan, bien sûr. Mais on a ces choses-là. On a aussi, dans les enluminures, des femmes représentées avec des instruments de musique aussi, représentées dans des attitudes aussi qui montrent bien qu'elles sont en train de s'exprimer oralement, de chanter pour des Trobairitz notamment, parce qu'il y en a quelques-unes enluminées dans un manuscrit où on les voit en situation, finalement. Et ça, c'est précieux. Avec ici toute la question de savoir quelle est la musique qu'elle porte et puis quelle parole également se trouve dans ces chants. Que disent-elles? J'ai l'impression que dans cette poésie, ce qui compte le moins, c'est la femme. Il me semble que le véritable objet, c'est moins la femme que le désir. C'est le désir mâle, pour ainsi dire, dans la phase encore fantasmatique, où les objets sont sortis, enfin, d'une espèce d'imagination enfiévrée, et ne collent, pour ainsi dire, qu'un instant, l'instant d'une phrase, de quelques mots, avec une figure de femme réelle. D'où en effet, elles sont toutes blondes, elles ont la peau blanche, enfin, etc., etc. Mais ceci, finalement, est sans intérêt. Tout ce que disent ces chansons, c'est la même chose, finalement. Elles disent toutes, parfois avec des mots extrêmement différents, ce que tu désires, tu ne l'auras pas. Et tac, Paul Zumthor, un poète suisse spécialiste de cette poésie médiévale, il s'exprimait ici en 1980. Annie Bossauger, est-ce que c'est une bonne analyse de dire elle chante le désir, mais sachant que l'homme qui écoute n'ira pas jusqu'au bout? Non, il a assez raison. Moi, j'aime beaucoup j'aime énormément ce chercheur. Oui, il a raison, mais pas toujours. Enfin, on ne sait pas. Il y a toujours une porte ouverte, tout de même. Parce qu'elles parlent, ces femmes, tout de même, parfois, à mots relativement peu couvert de l'acte en lui-même, en disant est-ce qu'il a été réussi ou pas. Enfin, elle s'exprime là-dessus. Une d'elles dit même que si un homme est trop timide pour aller jusqu'au bout et exprimer les choses, elle ne précise pas vraiment d'ailleurs comment, mais il faut que la femme le fasse, parce que sinon, elle attendra longtemps. Ah oui. Donc il y a ce vocabulaire-là, ou en tout cas ces idées-là, qui peuvent être beaucoup plus directes qu'on ne l'imagine. Oui. Dans la poésie féminine, en tout cas, elles n'hésitent pas. Elles sont souvent assez crues, est un peu exagéré, mais en tout cas directes. Avec des personnages qui ont des profils, on le disait, très différents. Hein. Hildegard de Bingen, nous sommes dans un monde de la religion et avec un personnage remarquable dans la religion, mais il y en a d'autres qui sont hors de la religion. Et celles que nous évoquons, qui passent de château en château, en fait, c'est comme les hommes, les troubadours, elles évoluent de château en château pour les fêtes. Alors les Trobairitz, on ne sait pas exactement. En tout cas, les ménestrels, oui, ça, elles évoluent évidemment de château en château. Le couple de ménestrels, parce qu'il y avait un homme aussi avec elles, dont je parle, qui est basé plus ou moins à Chambéry, ils bougent effectivement, ils vont de château en château, et toutes ces chanteuses, ménestrelles, etc., qu'on voit, ou jongleresses, qu'on voit récompensées, elles se promènent en effet, elles sont même pour certaines récompensées dans un chemin. Parce que elles ont arrêté un haut personnage qui était à cheval, et puis elles ont chanté, et de fait il a été ravi, il les a payés. Ah oui, tout simplement. Ça fait partie de... Oui, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement on ne se figure pas trop, mais la musique était à plein d'endroits en réalité très différents. Oui, c'est-à-dire que la musique est omniprésente dans un monde que l'on imagine plus silencieux parce que nous n'avons pas ces enregistrements, nous n'avons pas cela, nous sommes tributaires de l'image qu'on nous a laissée du Moyen-Âge. C'est un monde qui chante, et j'évoquais ces chansons dans les églises, les monastères, les châteaux bien sûr, et dans les champs, sans doute, faut pas les oublier, mais ça ne laisse pas de traces. Non, malheureusement, on a certainement des chants qui étaient des chants de métier ou des chants de travail, en fait, tout simplement, mais pour cela...
on n'en a pas la trace, mais on a des traces, encore une fois, dans la poésie, effectivement, lyrique, alors ça c'est toujours de la fiction, mais est-ce que c'est seulement de la fiction? Dans ce qu'on appelle les pastourelles, qui décrivent justement un chevalier ou quelqu'un généralement à cheval qui se promène et puis qui tombe sur une bergère qui garde ses moutons, et la bergère qui garde ses moutons en chantant la plupart du temps. Certes, c'est une fiction, mais on peut imaginer que c'était pas improbable qu'il y ait aussi de la musique comme ça à l'air libre en réalité, et surtout indépendant des fêtes de cour ou de la chambre justement d'une cour. En fait. Il est difficile d'identifier le moment où, dans un château, il y a eu du chant, si ce n'est quand, à travers les contes, on voit que un et une ménestrelle, parce qu'ils fonctionnent à deux, ont été engagés à deux parfois. Parfois à deux, pas forcément à deux. C'est parfois un ménestrel ou une ménestrelle. Parfois c'est un coup, parfois c'est même plusieurs, parce qu'on a des témoignages de plusieurs chanteurs ou chanteuses, et alors là plusieurs, on ne sait pas combien ils étaient, mais parfois ils sont plusieurs en effet, oui. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, les femmes et la musique au Moyen-Âge. Erhard de Landsberg. Alors, Annie Bossauger, vous ne l'appelez pas comme ça, vous lui donnez son autre nom? Oui, de Hohenburg. Hohenburg. Bon, en fait, c'est le monastère du Mont-Saint-Odile, c'est l'Alsace. Hein. Qui est cette femme? Alors cette femme est une autre Hildegarde en fait, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que malheureusement elle est une autre Hildegarde, enfin peut-être pas autant parce qu'elle n'est pas médecin, mais elle a écrit cette fameuse encyclopédie entre guillemets qui s'appelle l'Hortus Deliciarum, le jardin des délices, dans lequel elle met à la fois des textes poétiques, des textes non poétiques, donc en prose. Elle mélange les langues. Elle explique d'ailleurs de façon très précise certaines difficultés linguistiques qu'elle utilise. Elle dessine aussi, donc les manuscrits sont peints. Elle se représente elle-même. Elle représente ses consoeurs d'ailleurs aussi de façon très jolie et très émouvante. Elle dessine aussi des femmes jouant d'instruments de musique.
de façon amusante, et puis et elle écrit de la musique. Alors, des choses, on a gardé la liste de ce qu'elle avait écrit, parce que malheureusement, ce manuscrit a disparu, hélas, 15 fois hélas. Mais on a gardé une copie alors, quelques-unes de ces pièces ont été copiées. Mais on a gardé la liste surtout des pièces musicales qui étaient contenues dans cet énorme ouvrage. Et par recoupement, quelques-uns figurent aussi ailleurs. Alors souvent sans nom d'auteur, mais très vraisemblablement, elle n'était pas l'autrice de toutes ces musiques, mais il est très possible que pour certaines, elle ait effectivement imaginé le texte et la musique de ces pièces. Oui, c'est une sorte d'encyclopédie, ce Jardin des délices du XIIe siècle. C'est une somme, c'est un monument porté par une femme, et c'est quelque chose qui porte l'attention de manière fascinante autour de ce manuscrit qui a disparu à l'échelle du temps très récemment. Hein. Oui, parce qu'il a brûlé au moment de la guerre de 70. 1870, lors du bombardement, en fait, qui a mis à sac la ville de Strasbourg où il était conservé. Avec un tel document, on arrive à dresser le portrait ici d'une femme qui ne s'intéresse pas qu'à la musique, parce que il y a ce danger aussi de penser que une femme qui compose de la musique au Moyen-Âge ne fait que cela. On le sait bien avec Hildegard de Bingen, il y a la médecine, il y a plein d'autres domaines. Et avec Hérald de Hohenenburg, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes sur des esprits curieux de tout. Oui, sur des esprits curieux, on sait à lire les fragments qu'on a qu'elle avait lu énormément, qu'elle avait certainement à Hohenburg donc une bibliothèque à son service, qui était une bibliothèque énorme, qu'elle devait passer effectivement une grande partie de son temps à lire, et qu'elle a essayé de résumer justement, d'expliquer pour ses consoeurs, et d'autres peut-être aussi d'ailleurs, parce qu'elle a fait ce livre qui était dans le monastère, mais qui était probablement destiné à d'autres aussi, qu'elle a fait ça dans un but absolument pédagogique. Et c'est ça, c'est apprendre soi-même, oui. Apprendre et puis apprendre aux autres, avec beaucoup d'échanges, parce que vous venez de le dire, Annie Bossauger, il y a ici dans ce Jardin des délices, ce manuscrit aujourd'hui disparu, mais il y a des copies et des éléments qui restent, des mentions de choses venant d'ailleurs. Oui. Alors, c'est difficile de cerner la provenance, mais ce qui veut dire aussi que les compositions de certaines femmes ont pu être diffusées ailleurs, pour être chantées ailleurs, comme devenir alors pas le tube du moment, mais enfin quelque chose qui est une référence. Très vraisemblablement. Et d'ailleurs, le fait que ce soit, vous parlez de tube, mais c'est pas tout à fait improbable, parce que on a beaucoup de manuscrits, par exemple, qui conservent ces musiques, et le fait qu'elles soient conservées dans plusieurs manuscrits montre bien effectivement que c'était des musiques qui étaient largement diffusées, qui avaient certainement beaucoup voyagé et qu'on avait pris soin de noter plusieurs fois. Ah oui, c'est ça, hein, c'est que on attend, je ne sais pas si on est dans un château, d'entendre ce que l'on a pu entendre soi-même en tant qu'invité d'un autre château. Donc il faut absolument que ces ménestrels, et je le dis au féminin, ou ces troubadouresses, mais vous avez dit que vous n'aimez pas trop le mot, hein, c'est Toparitz, soient porteuses, au moins connaissent ces musiques-là. C'est ici que se joue la transmission. Oui. C'est beaucoup d'oralité sans doute aussi. Oui, c'est beaucoup d'oralité dans la mesure où en plus la plupart du temps les manuscrits notés sont postérieurs à la vie réelle de ces poésies chantées, notamment pour justement les Trobaïritz et les troubadours aussi. La plupart des manuscrits de troubadours sont des manuscrits qui sont très postérieurs à leur date de fabrication, en fait, à la date de fabrication de ces pièces et au moment où elles étaient chantées. Donc toutes ces pièces, toutes ces musiques ont été notées après, pour s'en souvenir certainement, et c'est d'ailleurs malheureusement pour ça que pour certaines on n'a pas la musique, parce que très vraisemblablement elle était peut-être pas un tube suffisant pour qu'elle ait passé comme ça le temps en réalité. On ne s'en souvient plus, donc on en conserve encore le texte, mais pour la musique elle s'est perdue dans les limbes. Oui, parce que la musique est mise à l'écrit beaucoup plus tardivement, oui. Donc il faut traverser le temps pour que le chant soit encore présent au moment où on peut le mettre à l'écrit, quand le texte lui, s'il n'y a pas d'incendie, globalement, s'il est bien conservé, il reste. Cénacle de vierges de Hohenburg, pures et blanches comme lys, vous qui aimez toutes le Christ, je vous salue fidèlement. Écoutez ce qu'Hérade vous dit. Hérade, votre mère et votre servante,
qui dans le pieux instinct de son cœur pour vous vient chanter ce chant. Adieu donc, ô chaste cohorte, mon ravissement toujours. Puissiez-vous, purs et sans faute, vous dévouer toujours au Seigneur. Que ce livre-ci que j'écrivis pour votre bien vous soit cher, que ces leçons soient à l'honneur en vous, toujours, du fond du cœur. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le jardin des délices, Thérade de Hohenbourg, petit tour du côté de l'Alsace, avec un univers religieux ici. Bon, je voudrais qu'on ait des éclaircissements, Annie Bossauger, sur la porosité qu'il peut y avoir sur cette musique, entre ce monde religieux et puis ce monde laïque. Est-ce que ce sont deux univers complètement différents ? Alors, des univers différents, oui, mais des univers qui effectivement sont dans une certaine mesure poreux aussi. On a des traces assez amusantes justement d'interdiction, ou alors pas forcément d'interdiction, mais de réprimande d'un monsieur qui faisait des visites pastorales. Et qui raconte un peu la façon dont il a visité certains monastères, et ce qu'il y a entendu qu'il il aurait préféré ne pas y entendre. Par exemple, il raconte, c'est Eudes qui dit qu'il a entendu des moniales mêlées de farces, leur cérémonie, donc des farces, c'était du théâtre, chanté vraisemblablement, donc là il trouve que c'était pas une bonne idée de faire ça. Il entend aussi il a eu vent que des amuseurs, des jongleurs, des jongleuresses et se soient trouvés invités dans un monastère aussi. Et là, idem, c'est pas du tout quelque chose qu'il trouve bien. C'est vraiment pas bien. On dit souvent justement, on connaît des choses en creux par leurs interdictions ou par les idées plutôt négatives qu'on s'en fait. C'est-à-dire que on condamne des pratiques et si on les condamne, effectivement, ces pratiques qui tendent à mêler le laïque au religieux, si on les condamne, c'est qu'elles devaient avoir lieu. Oui, tout simplement. Ben oui, c'est la logique. Et avec la certitude aussi que ce monde laïque connaît bien les chants religieux parce que il y a le moment de la messe qui est un moment chanté. Oui. Ce qui signifie que plusieurs temps dans la semaine, on entend chanter. Il y a la messe le dimanche, bien sûr, mais pas seulement le dimanche. Il peut même y avoir au quotidien des cérémonies. Donc, le chant religieux, lui, est très présent aux oreilles des gens. Le chant religieux est présent aux oreilles des gens. Dans l'exemple des béguines, par exemple, qui sont ces femmes qui vivent en communauté, pas toujours d'ailleurs, parce que certaines peuvent vivre seules, mais dont certaines vivent en communauté en tout cas, et qui ne prononcent pas de vœux, donc qui ont beaucoup fait peur aux autorités à l'époque. Ces femmes qui donc vivent entre elles, n'ont pas l'obligation d'assister aux offices, mais souvent elles y vont tout de même. Et c'est là aussi qu'elles entendent ces musiques qui sont chantées, parce que précisément elles sont chantées lors des offices et elles les entendent. On en a quelques-unes qui ont écrit justement des poèmes et qui ont écrit ou qui ont, comme Marguerite Porrette, inséré une chanson, en tout cas un fragment aussi dans son fameux Miroir des âmes simples. Et on n'en a pas conservé la musique, mais très vraisemblablement, ces chansons, pour dire chansons, devaient être chantées, ou en tout cas, elle avait pensé les chanter. On n'en a simplement pas conservé la trace écrite. Mais comme elles étaient imprégnées, toutes ces femmes, parce qu'il n'y a pas qu'elles évidemment, mais toutes ces femmes qui étaient béguines et qui écrivaient des textes et des chansons, très vraisemblablement, elles étaient imprégnées de chant et elles imaginaient que ces chansons aient cette vie, justement, réelle. Alors, une archive pour bien préciser qu'il n'y ait pas de confusion sur le sujet qui est le nôtre. Il n'est pas question ici du tout de la biguide qui nous conduit jusqu'en Martinique. Non, ce sont bien les béguines. Bégard et béguine, leur nom a pris le sens que l'histoire a bien voulu leur donner. Pour ce qui est des béguines, si elles ont encore à nos yeux tant d'intérêt, c'est qu'elles sont en grande partie responsables de toute la mystique flamande et rhénane qui élèvera l'âme chrétienne aux plus hautes cimes de la contemplation. Pour ce qui est, disions-nous, des béguines, à un moment, elles furent innombrables dans le nord-ouest de l'Europe et surtout au Brabant.
Il semble qu'elles doivent leur nom à l'adjectif flamand beige, qui désignerait la couleur des habits de laine grège dont se vêtaient au Moyen-Âge les ascètes errants, chercheurs de simplicité et de pureté, cathares hérétiques ou orthodoxes, les cathares du Nord. Pour en revenir à ce qu'est socialement une béguine, il faut retenir que l'époque où furent rédigés les textes hadvigiens, la béguine est une femme dévote, non cloîtrée, vouée à la pauvreté, à la prière, aux bonnes œuvres, d'une vie intérieure que signale à la fois sa ferveur enthousiaste et sa pure liberté. Exposée aux persécutions, soit parce qu'en effet certaines déviations doctrinales ont paru dans ces milieux, soit par suite de préventions injustes et intéressées. Et ici, nous avions Stanislas Fumet, homme de lettres résistant, qui en 1959 nous présentait les béguines. C'est intéressant de voir ces personnages où on est dans un entre-deux, entre ces deux mondes, qui ont un rôle important dans la musique. On en a ici, alors, sous ce nom générique de béguines, des exemples plus précis. Oui, parce qu'on en a qui ont laissé beaucoup de textes, et puis alors des visions, et parfois ces visions étaient déclenchées par la musique. Et puis on en a qui ont laissé aussi des chansons, effectivement, on a Hadweich d'Anvers, donc dont nous parlait cet homme. Hadweich, c'est Hadweich, Edwige en fait, en français classiques courants, qui ont laissé des visions dans lesquelles elles expliquent qu'elles entendent, et que quand elles entendent certaines musiques, elles ont certaines visions. C'est extrêmement précis pour la plupart du temps. Avec ici Edwige d'Anvers qui nous conduit jusqu'au XIIIe siècle, je précise la date. Si vous voulez avoir tout ce qui est à vous, il vous faut, en pleine confiance, vous donner totalement à Dieu pour devenir ce qu'il est. Et pour l'honneur de l'amour, vous reniant vous-même, pratiquez la pure obéissance en vue de la suprême perfection dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous laissez. Il vous faut en outre demeurer dans l'humilité, ne vous prévalant nullement de vos œuvres, tandis qu'avec une parfaite miséricorde, aimable et patiente, vous nourrirez tous les êtres de la terre et du ciel, selon que l'ordonne la vraie charité. C'est ainsi que vous pourrez devenir parfaite et avoir enfin ce qui est vôtre, si vous le voulez. Car Dieu est au sommet de la fruition et nous sommes dans l'abîme de notre déficience. Je dis, vous et moi, qui ne sommes pas devenus encore ce que nous sommes et n'avons pas saisi encore ce qui est à nous, demeurant privés de ce qui nous appartient. Il nous faut généreusement souffrir toute famine, apprendre... Des chercheurs essaient de reconstituer d'ailleurs certaines des musiques. Effectivement, on a des exemples de textes, justement de poèmes qui ont été composés sur un canevas poétique qui était vraisemblablement celui d'une chanson. Donc là, ça c'est une aide. C'était un procédé assez courant au Moyen-Âge, où le plagiat n'existait pas vraiment, et où on se servait parfois d'une chanson, du canevas, de l'ossature d'une chanson préexistante, pour y greffer un nouveau texte poétique, et on pouvait comme ça avoir une chanson sans l'avoir composée, la chanson. C'est ce que fait Gauthier de Coincy dans ses Miracles de la Vierge. Il invente des poésies, mais il n'invente pas des musiques. Il se sert de musiques qui ont été déjà faites avant lui, composées avant lui, et il place son propre texte poétique dessus. Donc ce sont des choses qu'on peut imaginer effectivement pour ces musiques-là quand on n'en a pas, enfin pour ces poésies-là quand on n'en a pas la musique justement. Pour le reste, malheureusement on n'a pas toujours justement ces canevas, on n'arrive pas toujours à retracer l'origine de ces poésies et leur origine métrique. Donc c'est difficile à faire. Oui, puis c'est bien plus pratique quand l'habitude a été prise d'ajouter sur l'air de. Oui. Et puis après on savait sur quel air chanter ces paroles-là qui pouvaient changer. Est-ce que les sources sont plus nombreuses dans le monde religieux que dans le monde profane? Parce que dans un monastère, on imagine bien que la trace est produite sur place, conservée sur place et utilisée. Il y a un côté pratique. Dans un monde de ménestrel, ça bouge beaucoup, ça change. Oui, alors on n'a pas là pour la trace musicale, à part effectivement Hildegard. Et puis, dans une certaine mesure, on n'a pas l'octorialité de ces compositions n'est pas connue. C'est-à-dire qu'on avait des musiques qui
traversait les pays d'ailleurs. Hein. On trouve des manuscrits, on a des mélodies qui sont des mélodies qui sont connues, qui sont utilisées et qui sont utilisées aussi bien dans des couvents masculins que dans des couvents féminins d'ailleurs. Et là, on ne sait pas qui en étaient les auteurs d'ailleurs. Ça, c'est une chose qui est assez mystérieuse. On ne sait pas. On a ces mélodies, et elles sont pas signées. On n'a pas les noms des auteurs. Mais en revanche, c'était les mêmes qui étaient chantés dans les monastères d'hommes et dans les monastères de femmes, avec parfois plus d'attention accordée dans certains monastères féminins à des saintes particulières qui étaient plus louées suivant alors les lieux, et puis parce que parfois c'était effectivement des monastères féminins et qu'on a une prédilection notamment de certaines pièces en l'honneur de la Vierge, parce que on la loue davantage parce que c'est un monastère féminin, mais finalement les fêtes étaient toutes les mêmes partout, donc là on n'a pas de différenciation marquée, je vous dis, sauf pour les œuvres de Hérade et de Hildegard, où là effectivement elles ont signé, on sait. Et voilà, c'est ça. En tout cas pour certaines. Ouais, certaines ont signé. Très intéressant, hein, Noémie Bossauger, que vous nous précisiez ici s'il y a une spécificité des monastères féminins, des monastères masculins. Non, quelque part, on chante les choses et ça pourrait s'adapter avec quelques petites variations. Mais la grande question face à l'ensemble des textes anonymes, c'est de savoir, qui a dit quoi? Oui, qui a dit? La chanteuse Camille, dans l'album I Love You en 2011, tout dit. Ici, Annie Bossauger, vous êtes l'autrice de Les femmes et la musique au Moyen-Âge aux éditions du Cerf. C'est l'occasion d'évoquer la comtesse de Die, qui a peut-être pas tout dit, mais qui est présente dans cette histoire-là. Qui est-elle ? Alors, on ne sait pas très bien qui elle est, justement, cette comtesse de Die. Ça fait partie des fils que j'ai envie de tirer, d'ailleurs. Elle est comtesse, on s'est obstiné à l'appeler Béatrice pendant un certain temps parce qu'il y a effectivement une Béatrice qui aurait pu être elle, mais c'est probablement pas elle. Plusieurs femmes auraient pu être justement cette comtesse de Die. Donc on a beaucoup de mal à savoir. Elle était active au début du XIIIe siècle, mi-XIIIe, on ne sait pas non plus très exactement. Elle a été amoureuse. On a dit de qui elle était amoureuse, mais finalement on pense que ce n'est pas le troubadour connu parce qu'il en aurait parlé, évidemment. Parce que c'est aussi être aimé d'une femme aussi talentueuse, c'est aussi un faire-valoir pour un homme à l'époque, donc on le dit. Donc vraisemblablement, ce n'était pas ce fameux Guillaume dont on parle. Et on a toutes les peines du monde à savoir avec exactitude qui est cette comtesse de Die. On est du côté de la Provence avec elle. On est du côté de la Provence, oui, tout à fait. Avec une femme qui a laissé des textes. Alors, qu'avons-nous d'elle ? Alors, on a 4, peut-être 5 chansons et une musique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà formidable. Avec ici, c'est vraiment toujours très intéressant de se rendre compte que parmi les grandes figures de l'aristocratie, on peut avoir des gens qui s'adonnent à la musique. Il y a un personnage très connu, c'est Thibaut de Champagne, un roi de Navarre qui est un des plus grands de son temps, en tout cas présenté comme tel, et qui, on ne l'imaginerait pas, à la fois grand personnage et chansonnier, c'est ainsi qu'il était nommé. Et avec la comtesse de Die, on a le même phénomène. Ce qui signifie d'ailleurs que la musique n'est pas quelque chose de déshonorant. Et c'est peut-être important de le dire, parce qu'on n'est pas du tout dans ces schémas beaucoup plus tardifs qu'on va avoir au 19e siècle, où ce monde des saltimbanques, c'est un monde dans lequel il ne faut pas aller si on veut maintenir son rang. Là, c'est pas du tout cela. Hein. Oui, non, on n'est pas chez les Mendelssohn où Fanny ne devait pas faire de musique parce que ça ne convenait pas, ça ne seyait pas à une femme. Non, là, on peut tout à fait, les femmes peuvent s'exprimer, elles s'en privent d'ailleurs pas, et elles ne s'en privent pas dans la noblesse aussi, notamment. Hein. On en a quelques-unes dont on ne sait pas exactement qui elles étaient, mais elles étaient parfois des femmes nobles. Elles étaient parfois aussi des femmes d'eux. On a un exemple d'un troubadour, justement, qui expliquait qu'il a finalement renvoyé sa femme parce qu'elle était... Alors malheureusement, on n'a rien conservé d'elle, mais il ne pouvait pas imaginer, lui, qu'il y ait deux troubadours dans la même maison. Donc il fallait qu'il se débarrasse de sa femme, parce que peut-être qu'elle lui aurait fait de l'ombre. Eh oui, c'est ça. Il y a toujours ce phénomène-là. Avec la comtesse de Die, nous retrouvons, Annie Bossauger, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser un vocabulaire très précis pour décrire des choses très réelles. Nous ne sommes pas que dans une musique et des chants complètement mystiques, on est parfois dans le concret.
grande peine m'est advenue pour un chevalier que j'ai eu. Je veux qu'on sache en tous les temps l'excès d'amour que lui portait. À présent me voilà trahi pour ne lui point donner d'amour, quand je fus en grande folie, au lit comme toute vêtue. Comme voudrait mon chevalier tenir un soir en mes bras nus, il en serait comblé de joie s'il lui servait de doux coussins. Car plus en suis énamourée, qu'un jour, flore de blanches fleurs, mon cœur lui donne, et mon amour, mon âme, mes yeux et ma vie. Belle amie, charmant et plaisant, qu'un jour vous ai en mon pouvoir, et que couche avec vous un soir, en vous donnant baiser d'amour. Sachez quel grand plaisir j'aurai de vous, en place de Marie, pourvu que me donniez promesse de tout faire à mon bon vouloir. C'est Marguerite Perrin, à la toute fin des années 1950, qui lisait ce poème de la comtesse de Die. C'est très beau, c'est très clair. Est-ce que l'on pourrait associer cela à ce qu'on a longtemps appelé l'amour courtois? Parce que l'amour courtois, c'est un terme, une expression qui a été utilisée de mille manières et presque parfois caricaturale. Est-ce qu'on est dans cet univers-là? Parce qu'avec la comtesse de Die, nous sommes là encore au XIIe siècle. Oui, c'est tout à fait l'époque de la fine amour, de l'amour courtois, qui est au sud comme au nord, qui est né au sud d'ailleurs, et qui s'exporte ensuite au nord en langue d'oïl. C'est tout à fait ça, c'est cet amour qui naît justement, comme le disait un des chercheurs au début, dans un des extraits que vous avez passé, qui est ce qu'on n'aura pas. En fait, pour être idéal, cet amour ne doit jamais être assouvi. C'est l'idée de l'amour de loin de Geoffrey Rudel, par exemple, où il est amoureux d'une femme qu'il n'a jamais vue. Il est tombé amoureux d'une femme sur la seule description qu'on lui en a faite. Et il est amoureux comme ça. Et cet amour, amour de loin, qui est amour de loin au sens propre ou au sens figuré, est le vrai amour. C'est-à-dire qu'en principe, il ne doit pas avoir lieu, il ne doit pas être réalisé. Dans la vérité, c'est un peu différent parce que certains poèmes sont assez clairs sur le fait que si, l'amour a été réalisé. Et puis il y a ici, dans cette parole portée par les femmes, d'ailleurs rien que de le dire, elles prennent la parole. Est-ce qu'on peut évoquer ici, par la musique, un temps de liberté de ces femmes? En tout cas, une brèche dans une société qui, malgré tout, demeure très patriarcale. Nous sommes au Moyen-Âge, elle l'est moins que par la suite, mais elle l'est quand même déjà beaucoup. Est-ce que c'est un espace de liberté? Alors, la poésie musicale, oui, certainement. Le Moyen-Âge a connu des moments où les femmes étaient plus libres aussi. Le droit romain n'a pas été tout le temps de fait. Et finalement, quand les hommes étaient à la croisade, étaient à la guerre, étaient ailleurs, c'était les femmes finalement qui prenaient la suite et qui régissaient. Il y a eu des régentes aussi du royaume de France et d'ailleurs. Mais donc, les femmes avaient tout de même une certaine liberté, mais très vraisemblablement, en effet, la poésie, la musique était aussi un espace libre, très, très, très nettement. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été invisibilisé, parce que dans cette longue histoire pour rechercher la place des femmes, c'était peut-être pas formidable de montrer ces femmes qui avaient ici cet espace de liberté que nous évoquons et ce talent absolument sensationnel. Oui, et puis qu'il assumait et puis qui finalement le criait sur les toits, puisque ces chansons étaient dites, en fait, chantées et un petit peu partout, puisqu'elles voyageaient. Donc ça, c'était aussi certainement une façon de dire que finalement, non, il faut essayer de passer ça sous silence, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Et puis, la chanson, la musique a plein d'utilité, on le dit. L'utilité, c'est porter des textes religieux, parce que quand on est dans un couvent, on en a besoin pour louer le Seigneur, etc. Quand on est dans un château, on en a besoin pour porter la fête. On en a besoin aussi de cette musique pour la danse. Cette musique-là, on va la retrouver aussi. Elle a été écrite parce qu'elle n'est pas portée par un texte, celle-là, pas obligatoirement en tout cas. Alors certains, il y a quelques formes qu'on appelle des formes fixes, des rondeaux qui étaient des rondeaux chantés et qui accompagnaient la danse. On en a des témoignages justement dans les narrations où on se met à chanter et ces chants sont dansés en même temps en réalité. Donc oui, on avait des musiques de danse chantées. Des musiques de danse chantées, comment on les identifie? Comment, parce que vous êtes musicologue, et moi, pas du tout. Comment face à un texte que l'on trouve, on dit celui-là devait être chanté, comment face
à quelque chose, on se dit ça, c'était fait pour être dansé et non pas pour être chanté? Parce qu'ils ont des formes poétiques très particulière. Je pense au rondeau par exemple, qui a une alternance de vers avec un refrain. Il est fondé sur un refrain qui n'est pas comme classiquement une chanson à refrain qui finit, où le refrain finit une strophe. Au Moyen-Âge, le refrain était utilisé d'ailleurs de façon assez différente, mais dans le rondeau... La musique. Oui, en effet, parce que j'ai voulu justement essayer de montrer cette diversité en cherchant dans les portraits qui m'ont servi finalement après à élaborer les chapitres. L'idée, c'était de partir dans des univers assez différents, de montrer des femmes différentes, même dans des pays différents, et d'essayer de survoler, alors c'est un survol évidemment, mais de survoler justement toutes ces femmes différentes, multiples, différentes, qui pouvaient faire vivre la musique, la composer, la chanter, l'interpréter, et puis la susciter aussi parfois, parce qu'il y a les mécènes aussi qui suscitent cette musique, qui sont parfois les dédicataires aussi, qui payent ou qui en tout cas protègent, hébergent des musiciens et des poèmes et des poètes d'ailleurs. Et puis il y a aussi évidemment ces femmes qui sont des femmes de papier, qui sont alors là des fictions pures. Et donc c'était tout un ensemble de femmes en fait, de visions différentes et puis de personnages, de personnalités différentes avec des fonctions différentes et des préférences aussi différentes. Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Jean-Guilain Mège, émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.